J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà essayé d'expliquer Bitcoin à votre femme, votre copine, votre meuf, ou simplement à la jante féminine de votre famille? Parce qu'on frôle la cata, quand même, hein. D'où ma question, volontairement provocatrice. Les femmes sont-elles vraiment trop connes pour comprendre Bitcoin? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et pour poursuivre, j'ai rédigé un essai, ça a été le plus dur, que j'ai soumis à une IA. Et le résultat est bluffant. Et on commence maintenant. Et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à le commenter. C'est une petite chaîne, donc je réponds à tous les commentaires, le liker, le partager. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration ensemble. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui circule pas mal. Pourquoi est-ce qu'on observe une présence féminine, somme toute, assez faible dans l'univers du Bitcoin? Mhm. Alors, pour creuser ça, on s'appuie sur un article dont le ton est, on peut le dire, plutôt direct. Il vient de Lionel, de la chaîne YouTube Va ranger ta chambre. Ah oui, je vois. Et l'article pose une question au titre, clairement provocatrice, sur la compréhension du Bitcoin par les femmes. D'accord. Alors précisons tout de suite notre démarche ici. Il ne s'agit pas du tout de juger cette provocation, mais vraiment d'analyser en profondeur les arguments qui sont développés dans ce texte source. Oui, de décortiquer un peu. Exactement. On va décortiquer la perspective de l'auteur sur les femmes, leur rapport au risque financier, et puis aussi sa critique assez virulente du système monétaire actuel. L'idée, c'est de mettre à plat ces idées, de comprendre une vision spécifique, sans pour autant y adhérer nous-mêmes. Compris. On examine la source. C'est ça. Alors, l'article démarre fort avec un chiffre d'une étude. Il y aurait un déficit de connaissances sur le Bitcoin de, tenez-vous bien, 40% chez les femmes par rapport aux hommes. 40%, c'est significatif quand même. Ah oui. Et un autre chiffre, peut-être encore plus marquant, seulement 13% des participants aux conférences Bitcoin seraient des femmes. 13%. D'accord. C'est très bas, hein. C'est très bas, oui. Ça donne vraiment l'impression d'un vrai décalage. Alors, simple manque d'intérêt, ou est-ce qu'il faut y voir des raisons plus profondes, plus structurelles? C'est exactement un point de départ assez frappant. Il faut peut-être rappeler, comme la source le suggère un peu, que le Bitcoin, ça se situe à la croisée de deux mondes, hein, la finance et l'informatique. Oui, Et ce sont, historiquement en tout cas, des domaines plutôt masculins. C'est un facteur de contexte important. bien sûr. Mais bon, est-ce que ça suffit à expliquer une telle différence, ce 13% par exemple? L'article, lui, il a l'air de dire que non, qu'il faut peut-être chercher ailleurs. D'autant que l'article lui-même, il nous sort un contre-exemple culturel que je trouve assez fascinant, qui vient du Japon. La tradition de l'okosukai. Ah oui, Lokosukai. Exactement. Dans ce modèle, c'est souvent l'épouse qui gère la totalité du salaire du mari. C'est elle qui décide du budget, des économies, des placements, et qui donne même à son mari son argent de poche en quelque sorte. Mhm. L'auteur de l'article va même jusqu'à suggérer que cette gestion financière, traditionnellement féminine au Japon, aurait pu être un des moteurs de la puissance économique du pays. C'est une perspective intéressante. Oui, et c'est un paradoxe assez net par rapport à l'image qu'on a souvent de la femme comme étant plus averse au risque, non? Absolument. La perception qui domine, et qui est souvent basée sur des études générales de comportement financier, c'est que les femmes, en moyenne, elles montrent une plus grande aversion au risque que les hommes. Voilà. Elles auraient tendance à préférer la sécurité, la préservation du capital. Mais, et c'est là que l'article sort une donnée qu'il appelle un fait croustillant, Le fait croustillant. oui, plusieurs études distinctes menées sur des périodes assez longues indiqueraient que lorsque les femmes décident d'investir, eh bien leur portefeuille affiche souvent des performances supérieures à ceux gérés par des hommes. Ah ouais. Ouais. Les chiffres cités dans la source, ça parle d'une surperformance qui varierait de 0,4% jusqu'à parfois même 4% par an. Ah, ça c'est très intéressant. Donc l'idée reçue un peu cliché de la femme trop prudente pour bien investir, elle serait mise à mal par les chiffres d'après cette source. La prudence serait pas un handicap en fait, voire le contraire. C'est exactement l'angle de l'article. Cette surperformance, ça suggère que la prudence, si elle existe, elle se traduit peut-être par des décisions mieux réfléchies, moins impulsives, et qui mènent à de meilleurs résultats sur le long terme. Donc, la prudence ne serait pas du tout synonyme d'inefficacité ou de manque de compétences en investissement, bien au contraire, selon l'auteur. Et voilà le point clé qui permet à l'auteur de construire son argument principal. D'après lui, le cœur du problème, ce n'est pas une supposée frilosité excessive des femmes face au risque. Non. Le vrai problème, ce serait la manière dont le Bitcoin est présenté.
marketé même par les médias grand public et par le secteur financier traditionnel, genre Wall Street. D'accord. Comment ça? Eh bien, il serait systématiquement décrit comme un actif ultra spéculatif, très volatile, presque comme un jeu de hasard un peu high-tech. Et c'est cette image-là, justement, qui agirait comme un repoussoir pour les femmes. Ah oui, je vois, elles percevraient un niveau de risque qui en fait ne correspond pas forcément à leurs objectifs ou à leur approche. C'est ça. Alors que l'auteur s'entend que cette perception est un peu biaisée par ceux qui ont intérêt à maintenir le système financier actuel, le statu quo. Et c'est là que l'article bascule vers sa thèse la plus provocatrice, je dirais, voire dérangeante. Il pose la question: et si le risque le plus grand, le vrai danger financier, c'était pas d'acheter du Bitcoin, mais de rester complètement investi dans le système monétaire traditionnel, celui des monnaies fiduciaires, le dollar, l'euro, etc. Ah oui, carrément. Oui, l'auteur va jusqu'à qualifier ces monnaies fiat de maltraitantes. Maltraitante, c'est un terme très fort. Comment est-ce qu'il justifie ça? L'idée développée, c'est que ces monnaies fiat, par nature, elles érodent constamment le pouvoir d'achat à cause de l'inflation, même quand elle est faible. C'est une sorte de taxe invisible, tu vois, continue sur l'épargne. L'érosion monétaire classique. Voilà. Et en plus, les règles du jeu, les politiques des banques centrales, les taux d'intérêt, la création monétaire sont vues comme opaques, changeantes, échappant au contrôle des citoyens et pouvant jouer contre leurs intérêts. L'auteur décrit ça comme un appauvrissement lent, insidieux, presque, programmé. C'est une vision assez radicale de nos monnaies quotidiennes. Il voit ça vraiment comme un piège alors? Tout à fait. Et dans cette optique, il critique très sévèrement les solutions d'épargne et d'investissement classiques, celles que proposent les banques ou les conseillers financiers. Il mentionne par exemple les ETF, Oui, les fonds indiciels. qui offrent une diversification facile, ou les PEA en France, le plan d'épargne en action. Pour l'auteur, ce ne sont pas des stratégies de diversification intelligente. C'est plutôt ce qu'il appelle une peur déguisée en stratégie. Peur déguisée en stratégie. Qu'est-ce qu'il entend par là exactement? L'idée, ce serait que le conseil derrière tout ça, c'est « Attention, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, dispersez votre argent au cas où quelque chose tournerait mal. » La diversification classique, quoi. Oui, mais l'auteur y voit une approche défensive basée sur la peur, qui finalement profiterait surtout aux intermédiaires financiers qui prennent des frais sur ces produits, plutôt qu'à l'épargnant lui-même qui resterait piégé dans ce système fiat qui juge défaillant. D'accord. Le Bitcoin, à l'inverse, serait présenté comme une sortie courageuse de ce système. L'article ne s'arrête pas là. Il pointe aussi du doigt des inégalités plus structurelles au sein même de ce système financier qui pénaliseraient spécifiquement les femmes. Il cite un chiffre assez parlant. Les femmes auraient en moyenne 25% de lignes de crédit en plus que les hommes. Ah oui. Et comment l'auteur interprète ça? L'interprétation qu'il en fait, c'est que ça révèle une méfiance plus grande des institutions financières envers elles, ce qui les obligerait à recourir davantage à l'endettement. D'accord. Donc potentiellement plus de dettes et une perception de moindre confiance de la part du système bancaire traditionnel. C'est l'interprétation qui est donnée, oui. Et le problème de l'accès même aux services bancaires de base, il est encore plus aigu si on regarde à l'échelle mondiale. Hmm. L'article rappelle que si environ 74% des femmes dans le monde ont un compte bancaire, ce taux chute drastiquement dans certains pays à faible revenu, parfois jusqu'à 34%. 34%, c'est très très bas. Oui. Et les écarts hommes-femmes sont importants. Il mentionne un écart de 20 points de pourcentage en Asie du Sud, par exemple. Pour l'auteur, ces chiffres montrent que le système financier actuel n'est pas seulement potentiellement maltraitant, mais qu'il est aussi activement excluant pour une grande partie des femmes dans le monde. C'est une critique assez lourde du système en place. Mais l'article va encore plus loin. Il établit une connexion que l'auteur lui-même qualifie de « plus sombre ». Ah. Il avance une thèse particulièrement clivante. Le même système financier, qui présente le Bitcoin comme trop risqué, serait aussi celui qui aurait, selon lui, détourné le féminisme de ses objectifs initiaux d'émancipation réelle. Détourner le féminisme, comment est-ce qu'il construit cet argument-là? C'est audacieux. Oui, c'est audacieux. L'auteur oppose la promesse originelle, qu'il attribue au féminisme plus de liberté, notamment financière, plus de contrôle sur sa vie, à ce qu'il décrit comme la réalité vécue par beaucoup de femmes aujourd'hui. D'accord. Et quelle est cette réalité selon lui? Il parle d'une nouvelle forme d'aliénation,
L'échange de la sphère domestique contre, je cite, un petit bureau, suggérant que le travail salarié n'est pas toujours libérateur. Il évoque le surendettement massif lié à l'accès à la propriété, le pot d'épargne contre un crédit immobilier sur des décennies, et l'article contient même une critique très dure de plateformes comme OnlyFans, qui sont parfois présentées comme de l'entrepreneuriat féminin, Oui, mais que l'auteur qualifie d'entrepreneuriat déguisé qui masquerait une possible exploitation. d'accord. Donc, si on suit cette logique très critique de l'auteur, la participation accrue des femmes au marché du travail, ce serait pas vu comme une pure émancipation, mais plutôt comme une nécessité économique, voire une forme d'asservissement moderne orchestré par le système lui-même. C'est c'est une lecture pour le moins radicale, effectivement. C'est exactement l'argument économique qui est développé. L'auteur affirme que le modèle économique actuel, qui repose sur une dette publique croissante dans beaucoup de pays, a un besoin impératif que les deux membres d'un couple travaillent et payent des impôts sur le revenu. Pour soutenir la dette, en gros. C'est ça. Il cite des taux de prélèvement qui peuvent atteindre 20, 30, voire 50% des revenus, nécessaires selon lui juste pour rembourser les intérêts de cette dette. Waouh. Majeur de la chute des taux de natalité qu'on observe un peu partout. Il utilise une image très forte pour décrire ça, il me semble, hein. Oui, tout à fait. Il parle d'une machine économique et étatique qui aspire le temps, la fertilité et le futur des femmes, en les contraignant à ce modèle de double revenu et d'endettement. C'est une vision très sombre des conséquences économiques et sociales qu'il attribue à ce système. La conclusion de l'auteur sur ce lien entre système fiat et féminisme qu'il dit dévoyé est donc sans appel, j'imagine. Oui, sans appel. Loin d'avoir libéré les femmes, ce système les aurait privées de choix essentiels, notamment celui de pouvoir élever leurs enfants sans une pression économique écrasante si c'était leur désir. Et c'est là que le Bitcoin revient en force dans son argumentaire. Exactement. Dans cette perspective très critique développée par l'auteur, le Bitcoin, ce n'est plus juste un actif financier alternatif. Non. C'est présenté comme un acte politique, un rejet conscient de ce système global qu'il juge toxique et aliénant. Adopter le Bitcoin deviendrait une forme de résistance, une façon de reprendre le contrôle. Et inversement, rester en dehors du Bitcoin, par peur ou par conformisme, ce serait perçu par l'auteur comme le véritable risque, celui de continuer à subir les effets négatifs du système fiat. Et pour enfoncer le clou sur l'idée que le système fiat est instable, l'article mentionne aussi une donnée historique sur la durée de vie des monnaies, c'est ça? Oui, il affirme que la durée de vie moyenne d'une monnaie fiduciaire, avant qu'elle ne s'effondre ou qu'elle soit remplacée, serait historiquement d'environ 47 ans. 47 ans. Bon, sans vérifier ici la rigueur exacte de ce chiffre, l'argument de l'auteur est clair. Si cette moyenne historique a un sens, alors les monnaies qu'on utilise aujourd'hui, l'euro, le dollar, elles n'ont aucune garantie de pérennité sur le long terme, pour nos enfants ou nos petits-enfants. D'accord. Le Bitcoin, avec ses règles fixes et décentralisées, serait alors positionné comme une alternative potentiellement plus résiliente face à l'épreuve du temps. Et l'auteur insiste aussi sur l'accessibilité supposée du Bitcoin, pour contrer l'idée que ce serait trop complexe, surtout pour les femmes, qui seraient moins initiées à la tech. Oui, effectivement. Il balaye un peu l'argument de la complexité technique comme une fausse excuse ou une barrière psychologique entretenue. Il affirme que comprendre et utiliser le Bitcoin, c'est à la portée de toutes les femmes qui prennent la peine de s'y intéresser sérieusement, que les ressources existent et que la communauté peut être aidante. Ce qui nous amène à l'appel final de l'article. Après avoir dressé ce tableau très critique et exposé toute sa thèse, qu'est-ce qu'il propose concrètement aux femmes? Eh bien, c'est un encouragement direct à dépasser leurs appréhensions, à sortir de ce qu'ils perçoivent comme leur zone de confort, une zone dictée par le système. Il les invite à explorer le Bitcoin, à essayer. Même si l'ambiance est parfois. Oui, même si l'ambiance des conférences ou des communautés en ligne peut parfois sembler très masculine, il utilise l'expression festival de testostérone. D'accord. Mais il nuance tout de suite en ajoutant que selon lui, derrière cette façade un peu geek, la communauté Bitcoin est souvent animée par un idéal fort, une certaine générosité et une vraie volonté d'aider ceux qui veulent apprendre. Et la conclusion générale de l'article, le message principal à retenir selon son auteur. Quelle est la punchline? La conclusion forte de l'article, c'est que la véritable ligne de fracture, ce n'est pas entre les hommes et les femmes. La vraie guerre, selon ces termes, elle oppose d'un côté l'État et le système monétaire fiat, dollar, euro, qu'il juge manipulateur, et de l'autre, les individus, hommes et femmes confondus, qui cherchent à préserver leur liberté et leur épargne. D'accord. Et le titre provocateur du début, « Les femmes sont-elles trossées pour comprendre le Bitcoin ?», il trouve sa réponse à la fin.
Non, elles ne le sont pas, mais elles auraient été trompées par le système actuel, et celles qui en prendront conscience pourraient être, selon lui, le moteur d'un changement plus large. Bien. Alors, si on récapitule la thèse centrale de cet article qu'on vient d'explorer en détail, pour l'auteur, Lionel, la faible présence des femmes dans l'écosystème Bitcoin, ça ne s'explique pas par un manque de capacité intellectuelle ou un désintérêt naturel. Non. Ce serait plutôt le résultat d'une perception du risque qui est soigneusement façonnée, entretenue par le système financier et médiatique dominant. C'est ça. Un système qui, toujours d'après cette source, bénéficierait de la prudence féminine et de leur maintien dans l'économie fiat. Mhm. Et l'auteur va plus loin en liant cette situation à une critique assez acerbe du féminisme contemporain, qu'il juge dévoyé et participant, peut-être involontairement, à ce système économique qu'il dénonce. Le Bitcoin étant alors présenté comme une échappatoire possible. C'est une analyse qui, qu'on y adhère ou pas, a le mérite de poser des questions fondamentales et de bousculer certaines idées reçues. Ça invite à réfléchir, c'est certain. Oui, Si on accorde ne serait-ce qu'hypothétiquement une part de vérité à la critique qui est formulée ici sur la nature réelle du risque financier, sur le fonctionnement du système fiat tel qu'il est décrit par l'auteur, et sur les pressions économiques qui pèsent sur nos choix de vie. oui. Alors ça ouvre une porte. Quelles autres de nos certitudes peut-être contient pour évidentes concernant notre rapport à l'argent, à l'épargne, à la notion même de liberté ou aux équilibres de vie, lesquelles mériteraient d'être réexaminées sous un angle différent? C'est une interrogation qui peut rester en suspens pour nos auditeurs. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, enfin de nous avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous aimez ce type de contenu, merci de me le faire savoir en commentaire. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.